Salut à tous et bienvenue sur Ous Raconte, votre chaîne dédiée aux histoires vraies les plus incroyables du monde arabe. Aujourd'hui, on part au Liban, dans les années 90. Vous avez sûrement déjà entendu le nom de famille Zahitar, grande famille libanaise qui a produit des médecins, des ingénieurs, des diplomates. Mais récemment, l'actualité a beaucoup parlé d'un certain Nouh Zahitar, l'un des plus grands et plus puissants barons de drogue du Moyen-Orient ces 10 dernières années, arrêté par le gouvernement libanais fin 2025 après avoir perdu ses puissants appuis. Mais notre histoire d'aujourd'hui ne parle pas de Nouh. Elle parle d'un certain Hussein Zahitar. Et croyez-moi, à côté de Hussein dans les années 90, Nouh ressemblerait à un enfant de cœur. Bien sûr, on ne met pas toute la famille Zahitar dans le même panier. Comme je vous ai dit, il y a parmi eux des médecins, des ingénieurs et des gens très respectables. Mais Hussein, lui, était un véritable tyran. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas votre café, tisane ou simplement votre bouteille d'eau et restez concentrés avec moi. Car ce que cet homme a fait et ce qu'il a subi en retour dépasse l'entendement. C'est parti. Notre histoire commence dans les années 80 à Jabal Mouhsin au Liban. Là-bas vit un homme surnommé Abou Ahmed de la famille Daher. C'est un homme simple, marié, père d'un garçon évidemment nommé Ahmed et d'une fille nommée Doua. Abou Ahmed travaille comme menuisier. Pourtant, il a hérité de son père et de son grand-père de nombreuses terres, notamment dans la région de Baalbek. Certaines sont agricoles, d'autres montagneuses, mais il les garde de côté pour l'avenir et se contente du salaire de sa menuiserie pour offrir une vie digne et sans histoire à sa famille. Le temps passe et un jour, Abou Ahmed décède. Vient alors le moment de diviser l'héritage entre sa femme, son fils Ahmed et sa fille Doua. Dans le partage, Doua hérite d'un terrain situé à Baalbek. C'est une parcelle exceptionnelle, extrêmement bien placée, mais qui est restée à l'état brut, ni construite, ni cultivée. Doua, qui est encore une jeune lycéenne, décide de la garder telle qu'elle. Les années passent et nous arrivons au début des années 90. C'est là qu'entre en scène Hussein Zahitar. Ce tyran intouchable de la région repère le terrain de Doua. Son emplacement stratégique lui tape dans l'œil. Il veut y construire une immense villa et une ferme. Et Hussein n'est pas du genre à demander poliment. Ce qu'il veut, il le prend. Et tout le monde est terrifié par lui et sa milice armée. Il ordonne à son gang de trouver à qui appartient cette terre. Ses hommes se renseignent et reviennent vers lui. C'est à la famille Daher, ceux qui vivent à Jabal Mouhsin. Le gang réussit à contacter l'un des oncles de Doua et ils lui disent « On veut acheter ce terrain à tel prix ». L'oncle, connaissant la valeur inestimable de la parcelle, le répond « Écoutez, je n'ai rien à voir là-dedans. En plus, le prix que vous proposez est ridicule par rapport à la valeur réelle du marché. Mais de toute façon, cette terre appartient à mon frère défunt. Et elle est aujourd'hui la propriété de sa fille, Doua. » Les hommes de main insistent. « Hussein Zahitar veut ce terrain. Qu'il soit d'accord ou non, il l'aura. Va lui parler. » L'oncle inquiet va voir Doua et sa mère. À l'époque, Doua a environ 17 ou 18 ans. Il lui explique la situation, mais la jeune fille refuse catégoriquement. Pour elle, cette terre n'a pas de prix. C'est le souvenir de son père, son odeur, son héritage. Elle avait même l'habitude d'y aller pour s'y asseoir, pleurer et se remémorer les moments passés avec lui. Et il dit à son oncle, « C'est hors de question, je ne vendrai jamais. » L'oncle retourne voir le gang et leur annonce le refus de sa nièce. Les hommes de Hussein lui demandent alors l'adresse exacte de la famille. L'oncle n'a pu que le leur donner. Le gang débarque chez les Daher. Il frappe à la porte, la mère ouvre avec son fils Ahmed qui a alors 12 ou 13 ans et Doua. Les hommes proposent d'acheter la terre, ajoutant avec un ton menaçant « Si vous voulez qu'on augmente le prix, on l'augmente, mais on la veut. » La mère, cherchant à éviter les ennuis, répond poliment « Ma fille refuse de vendre. Nous sommes des gens discrets. On cherche juste à vivre en paix. S'il vous plaît, laissez-nous. » Les hommes partent, mais la menace plane. Quand Hussein l'apprend, il dit à ses hommes « Laissez cette fille, je m'en occupe. » Il commence alors à la traquer. Il découvre ses horaires et le trajet qu'elle prend pour aller au lycée. Doua est une fille magnifique, très bien éduquée, avec un caractère fort et fier. Elle fait ses allers-retours au lycée sans jamais se mêler de rien. Un matin, sur le chemin de l'école, Hussein l'intercepte dans une rue vide. Il se plante devant elle et lui dit « Je suis Hussein Zahitar. Je veux te parler de la terre. Tu dois me la vendre. Dis-moi ce que tu veux en échange, et on s'évitera bien des problèmes. » Mais Doua ne recule pas d'un centimètre. Elle le regarde droit dans les yeux et lui lâche. « Tu comprends le français ou pas ? Je ne te céderai pas un seul centimètre de cette terre, même si tu m'offres tout l'or du monde. Est-ce que c'est bien clair ?» Elle vient de piétiner son ego. Hussein, furieux, la menace.
Très bien. Prépare-toi à en assumer les conséquences, ma petite. Peu de temps après, Hussein et sa bande s'emparent du terrain par force. La famille de Doha essaie de faire intervenir les autorités, mais en vain. La mère de Doha, terrifiée par ces gens dangereux, supplie sa fille. Lâche-la faire, ma fille. On ne fait pas le poids face à ces criminels. J'ai peur pour toi. Mais Doha est obstinée. Plutôt mourir que de les laisser s'en tirer comme ça. La mère, morte d'inquiétude, impose alors une règle stricte. Doha ne doit plus jamais aller au lycée seule. Son petit frère Ahmed doit l'accompagner le matin et venir la chercher l'après-midi. Hussein, qui fait surveiller la famille, attend son heure et le jour fatidique arrive. Alors que Doha et le petit Ahmed, 12 ans, marchent sur la route, la voiture de Hussein s'arrête pile devant eux. Des hommes en descendent, les attrapent de force, les jettent dans le véhicule et démarrent en trempe. Ils les emmènent loin, très loin, dans une zone montagneuse et boisée, totalement déserte. Là, le cauchemar absolu commence. Il ligote le petit Ahmed. Pour donner une leçon terrifiante et briser cette famille, Hussein Zaïtar commet l'innommable. Sous les yeux de l'enfant de 12 ans, il agresse sexuellement Doha, puis la massacre de la pire des manières. Il dit à Ahmed, impuissant et hurlant de douleur, « Regarde bien, regarde ce qu'on a fait à ta sœur. Comme ça, quand tu rentreras, tu pourras raconter à tout le monde ce qui arrive à ceux qui nous tiennent tête. » Doha se débat de toutes ses forces, mais face à ces monstres, il finit par succomber sous les coups. Après l'avoir tué, ils abandonnent le corps et laissent le petit Ahmed attaché avant de prendre la fuite. Ahmed, fou de rage, rampe jusqu'au cadavre de sa grande sœur. Le choc est d'une telle violence que l'enfant perd connaissance. Il se réveille, voit le corps de sa sœur et s'évanouit à nouveau. Il passe des heures dans cet état second. À la tombée de la nuit, l'instinct de survie prend le dessus. L'enfant rampe péniblement à travers la forêt jusqu'à atteindre une route carrossable. Une automobiliste finit par le voir, s'arrête en urgence et prévient la police. Les forces de l'ordre arrivent. Ahmed est en état de choc profond, incapable de parler ou de dire où se trouve sa sœur. Il faudra plus de 24 heures de recherche intense pour retrouver le corps de Doha. Le médecin légiste confirme l'horreur. Agression sexuelle et meurtre d'une brutalité inouïe. Ahmed, lui aussi, est couvert de bleu et de blessures. Il faudra l'intervention de psychiatres et des jours de calmant pour que l'enfant réussisse enfin à prononcer quelques mots. Il ne connaît pas le nom de Hussein Zaïtar, mais il raconte que les agresseurs parlaient d'une terre, que sa sœur refusait de céder et qu'il les insultait. La mère et l'oncle font immédiatement le lien. C'est Hussein Zaïtar. La police, après de grosses difficultés, réussit à arrêter Hussein. Au commissariat, le petit Ahmed le reconnaît formellement. C'est lui qui a tué ma sœur. Je sais qu'à ce stade, vous devez être déjà révolté. Mais désolé de vous dire que ce qui suit va encore plus vous énerver. Hussein nie tout en bloc. Fort de son influence, de ses relations corrompues et de faux témoignages le plaçant ailleurs au moment du crime, il est relâché. Le dossier est classé sans suite et le meurtre de Doha est enregistré sous auteur inconnu. Hussein s'en sort sans la moindre égratignure. Ahmed grandit avec ce traumatisme gravé au fer rouge dans sa mémoire. Les cris de sa sœur, les rires de ses assassins, son impuissance, tout tourne en boucle dans sa tête pendant des années. Sa mère, essayant désespérément de le sortir de cette dépression morbide, décide de le marier dès ses 18 ans et le pousse à s'engager dans l'armée, espérant que la discipline, une épouse et des enfants lui feront oublier le passé. Ahmed devient militaire, a 4 enfants et atteint l'âge de 24 ans. Mais 12 ans après le meurtre, la rage est toujours là, intacte. Il n'a jamais oublié. Un jour, le hasard s'en mêle. Ahmed aperçoit Hussein Zaïtar dans le quartier très fréquenté de Barbir, au cœur de Beyrouth. Hussein est un homme qui se cache souvent et se déplace toujours sous haute sécurité. Le voir ainsi est une occasion inespérée. Ahmed commence à le traquer, observant ses moindres faits et gestes, jusqu'à découvrir l'immeuble où il réside. Ahmed contacte alors 2 de ses amis de confiance. Il leur dit « J'ai besoin de vous pour enlever quelqu'un. Mais je vous rassure, vous ne participerez à rien d'autre. Aidez-moi juste à le kidnapper. » Et les amis acceptent. Un jour, ils interceptent Hussein dans la rue, le braquent, l'embarquent de force, visage masqué pour ne pas être reconnu, et l'emmènent dans une maison abandonnée de Beyrouth. Ils l'attachent solidement, les 2 amis partent, laissant Ahmed seul avec le meurtrier de sa sœur. Au début, Hussein, arrogant, menace. « Vous savez qui je suis? Je vais vous massacrer, vous et vos familles. » Ahmed s'approche, un couteau à la main. « Tu ne me reconnais pas?
Hussein le regarde. Non, t'es qui toi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis Ahmed, le petit frère de Doua, la fille que tu as violée et tuée sous mes yeux pour nous voler notre terre. Le visage de Hussein se décompose. La vengeance d'Ahmed, mûrie pendant 12 longues années, s'abat sur lui. Ahmed ne le tue pas d'un coup. Il utilise son couteau pour découper Hussein morceau par morceau, alors qu'il est encore vivant. Le tyran hurle, pleure, supplie, promet monts et merveilles, s'excuse de sa folie passée. Mais dans cette maison isolée, personne ne l'entend. Ahmed le dépèse jusqu'à ce que Hussein meure de la douleur et du choc nerveux. Et il ne s'arrête pas là. Il découpe le cadavre en tout petits morceaux comme de la viande hachée. Il place tous les restes dans un grand tonneau en fer. Il prépare ensuite du béton, ciment, gravier et eau et coule le tout dans le tonneau jusqu'à ras-bord. Il nettoie méticuleusement la scène, jette même la bâche en plastique dans le tonneau et quitte les lieux. Il rentre chez lui, prend sa femme et ses enfants et disparaît totalement de la circulation. Du côté de la famille Zaïtar, c'est l'incompréhension. Hussein a disparu. Son gang le cherche partout. La police est prévenue. Les hôpitaux sont fouillés. Les semaines passent. Ils finissent par retrouver sa voiture garée intacte devant chez lui, à Barbir. L'enquête piétine car Hussein a des centaines d'ennemis. Qui soupçonnait? Personne ne pense à cette affaire vieille de plus de 12 ans. Mais avec l'arrivée des chaleurs estivales, le tonneau dans la maison abandonnée commence à dégager une odeur nauséabonde. Les voisins du quartier, incommodés par cette puanteur de plus en plus forte, se mettent à chercher son origine. Ils finissent par entrer dans la maison en ruine et découvrent le tonneau. La police est appelée sur place. En brisant la coque de béton, ils font une découverte macabre. Des restes humains découpés avec une précision glaçante, ainsi que des vêtements, un pantalon et des chaussures. Le médecin légiste, après un long travail sur les os, estime qu'il s'agit d'un homme entre 30 et 35 ans, décédé il y a environ 1 mois. Les autorités croisent ces données avec les avis de disparition, mais à l'époque, fin 98, les tensions sont fortes et beaucoup de gens disparaissent. La police convoque plusieurs familles. Seule la famille Zaïtar reconnaît formellement le pantalon et les chaussures. Des tests ADN finissent par confirmer l'incroyable vérité. Le grand Hussein Zaïtar a été découpé et coulé dans le béton. La question est maintenant de trouver le coupable. La police demande à la famille de Hussein de lister les personnes capables d'une telle vengeance. Parmi les 5 ou 6 affaires les plus graves impliquant Hussein, il y a le dossier de Doua Daher. Les enquêteurs rendent visite à la mère de Doua. « Où est Ahmed ?» Elle répond « Il a déménagé avec sa famille. Je n'ai plus de contact avec lui, même pas son numéro de téléphone. » Il vérifie auprès de son unité militaire. Ahmed est porté déserteur depuis exactement 1 mois. Il devient instantanément le suspect numéro 1. Malgré sa disparition habile, la police trouve une faille. Ils mettent sous surveillance rapprochée les amis proches d'Ahmed. Cette stratégie paye. Il file l'un de ses amis qui se rend dans la cachette secrète d'Ahmed. La police donne l'assaut et arrête Ahmed ainsi que son ami. Ce dernier craque rapidement, expliquant qu'il a juste aidé à l'enlèvement sans rien savoir du meurtre. Ahmed, lui, ne se défile pas. Il avoue tout avec fierté. Cet homme a violé et massacré ma sœur sous mes yeux. Il a volé notre terre et la justice l'a laissé libre grâce à ses pistons. J'ai passé ma vie à attendre ce moment pour venger mon honneur et le sang de ma sœur. Ahmed est jugé. Malgré le contexte tragique, il est d'abord condamné à la peine de mort, une sentence finalement commuée en prison à perpétuité. Depuis 1998, Ahmed est incarcéré à la tristement célèbre prison de Roumieh. Par peur des représailles de la puissante famille Zaïtar, sa propre famille a dû le renier publiquement, déménager en secret et vivre dans l'ombre, sans aucun soutien. Beaucoup espèrent qu'avec le rétablissement de l'autorité de l'État aujourd'hui, Ahmed pourra un jour être libéré, car s'il a eu tort de faire justice lui-même, il a agi poussé par une douleur et une injustice insoutenables. C'est la fin de notre histoire. Dites-moi en commentaire quelle est la morale que vous tirez de cette histoire incroyable. Est-ce que vous comprenez le geste d'Ahmed ou est-ce qu'il est allé trop loin dans sa vengeance? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vais tous vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ous Raconte et de liker la vidéo pour me donner de la force, ça compte énormément pour moi. Sur ce, je vous laisse, restez prudents et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire vraie. Tchuss!